Koweït, novembre 1967. Le ministre des Finances ouvre le télégramme matinal en provenance de Londres. La livre sterling a été dévaluée de 14,3% dans la nuit. Son gouvernement détenait 80% de ses réserves en livres sterling. Londres avait promis qu'il n'y aurait aucune dévaluation. L'ambassadeur britannique l'avait appelé personnellement 2 semaines plus tôt pour lui donner des assurances. Ces assurances étaient des mensonges. Le Koweït perd l'équivalent de 5,9% de l'ensemble de son produit intérieur brut en un seul week-end. Non pas parce que le Koweït a pris une mauvaise décision, mais parce que le Koweït a fait confiance à la monnaie de réserve. Or, voici ce que personne ne vous dit à propos de cette histoire. Le Koweït l'avait vu venir. Le Koweït avait déjà réduit ses avoirs en livres sterling de 80% à 62% entre 1964 et 1967. C'était un choix judicieux. Le problème est que 62% était encore suffisant pour les dévaster. Voici ce qui m'empêche de dormir la nuit. Toutes les monnaies de réserve de l'histoire se sont effondrées. Aucune n'a été permanente. Le réal espagnol a dominé le commerce mondial pendant un siècle, puis s'est effondré. Le florin néerlandais était l'instrument financier le plus sophistiqué au monde, puis s'est effondré. La livre sterling britannique a dominé les réserves mondiales pendant plus d'un siècle, puis s'est effondrée. Chacune d'entre elles a suivi une séquence spécifique et documentée, et la séquence commence toujours de la même manière. Les pays de la périphérie sont touchés en premier, bien avant que la monnaie centrale ne montre des signes de faiblesse. Il se passe quelque chose avec les monnaies aux marges du système. C'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 4 signes avant-coureurs qui sont apparus avant chaque effondrement majeur d'une monnaie de réserve dans l'histoire, dans l'ordre de leur apparition. Vous saurez lesquels sont visibles en ce moment même, et vous comprendrez pourquoi les pays les plus proches de la périphérie du système dollar actuel montrent déjà des signes qui ont précédé chaque transition antérieure. Restez avec moi. Avant d'aller plus loin, comprenez bien ceci. Je ne suis pas un conseiller financier. Rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Il s'agit d'un examen minutieux de ce que les archives historiques montrent réellement. Ce que vous ferez de ces informations relève de votre propre décision. Laissez-moi d'abord vous présenter le schéma, puis les preuves. Lorsqu'une monnaie de réserve meurt, elle ne meurt pas d'abord au centre. La livre sterling fonctionnait encore très bien pour les habitants de Londres lorsque le Koweït perdait 6% de son revenu national. Le florin néerlandais circulait encore à Amsterdam lorsque les économies de plantation du Suriname se sont effondrées sous le poids de dettes libellées en florins qu'elles ne pouvaient pas rembourser. L'érosion commence toujours par les marges. Les pays périphériques absorbent l'impact en premier. Ensuite, les dégâts se propagent vers l'intérieur. Au moment où ils atteignent le cœur, la transition est presque achevée. Le même schéma, la même séquence, à chaque fois. Voici les 4 signes avant-coureurs dans l'ordre de leur apparition. Signe avant-coureur numéro 1. Les monnaies périphériques commencent à s'effondrer. C'est le signal le plus précoce. Non pas la monnaie de réserve elle-même, mais les monnaies des pays qui y sont le plus exposés. Voici comment cela s'est passé avec la livre sterling. En 1964, la livre sterling représentait 83% des réserves officielles des pays de la zone sterling d'outre-mer. En 1967, ce chiffre était tombé à 65%. En 1968, il était inférieur à 55%. Au cours de cette période de 6 ans, la livre sterling elle-même semblait assez stable. Mais en coulisses, les pays à la périphérie se dirigeaient discrètement vers la sortie. La Birmanie a vendu la quasi-totalité de son solde en livres sterling en 1964 et 1965. Plus de 50 millions de livres ont disparu de ses avoirs. Les autorités birmanes ont commencé à insérer des clauses or dans les contrats commerciaux, y compris dans le commerce du bois, afin de pouvoir récupérer leurs pertes si la Grande-Bretagne dévaluait la livre sterling. La Birmanie a vu ce qui se préparait 3 ans avant la dévaluation. L'Irak a annoncé son intention de quitter le système de la livre sterling en 1958, après sa révolution. L'Afrique du Sud a réduit ses avoirs en livres sterling de 25% à 3% entre 1955 et 1967. L'Inde est passée de 417 millions de livres sterling à 85 millions en 9 ans, soit une division par 5. Pendant ce temps, les communications officielles de Londres affirmaient que tout allait bien. Maintenant, regardez aujourd'hui. La lire turque a perdu 80% de sa valeur face au dollar en 5 ans. La livre libanaise s'est effondrée de 98%.
La livre égyptienne a perdu 70% depuis 2022. Le peso argentin a subi de multiples maxi-dévaluations au cours des 3 dernières années. Le naira nigérian a perdu 73% après son unification en 2023. La roupie pakistanaise a été divisée par 2. Ce ne sont pas des événements sans lien, ce sont des monnaies périphériques, sous la pression de dettes libellées en dollars et de matières premières cotées en dollars. Il ne s'agit pas de l'effondrement du dollar, mais elle vous montre où la tension dans un système de monnaie de réserve apparaît toujours en premier. L'histoire est claire à ce sujet. Lorsque vous voyez autant de monnaies périphériques craquer simultanément, vous assistez au premier acte d'une séquence qui a toujours le même acte final. Signe avant-coureur numéro 2. Les gouvernements périphériques détiennent plus qu'ils ne peuvent vendre en toute sécurité. C'est le piège et c'est la partie la plus dangereuse du schéma. Lorsqu'un pays détient d'importantes réserves dans la monnaie dominante, il ne peut pas simplement vendre. Dès l'instant où il commence à vendre à grande échelle, il déclenche la dévaluation même qu'il redoutait. Alors, il conserve, il attend, il accepte les assurances de Londres ou de Washington, puis la dévaluation survient quand même, et les pertes sont catastrophiques. Le Koweït avait déjà réduit son exposition de moitié avant 1967. Il a tout de même perdu l'équivalent de 6% de son produit intérieur brut en un seul week-end, car 62% représentaient une part trop importante pour s'en retirer discrètement. La Malaisie détenait le deuxième plus grand solde officiel en livres sterling de tous les gouvernements du monde. Lorsque la Malaisie a fait pression sur la Banque d'Angleterre pour obtenir des garanties dans les semaines précédant novembre 1967, elle a reçu des assurances verbales. Puis la Grande-Bretagne a dévalué la livre sterling sans préavis, un samedi soir. La bourse de Kuala Lumpur a fermé le lundi suivant. La relation entre Londres et Kuala Lumpur s'est brisée. La confiance avait disparu. Le Nigeria détenait encore 800 millions de livres au début de 1976. La Grande-Bretagne avait offert une garantie de valeur en dollars dans le cadre des accords de Bâle sur la livre sterling en 1968, en échange du maintien par le Nigeria de 60% de ses réserves en livres sterling. Puis la Grande-Bretagne a unilatéralement annulé les accords en 1974. Le Nigeria a qualifié cela de grave acte de mauvaise foi. Il a reçu 3 756 000 livres en compensation totale, 3 millions pour en avoir détenu 800 millions. Voici ce qui stupéfie les gens à propos de ce mécanisme. Le piège est mathématique. Plus votre position en livres sterling est importante, moins vous pouvez vendre. Moins vous pouvez vendre, plus vous perdez lorsque la dévaluation finit par arriver. L'émetteur de la monnaie de réserve le sait. C'est en partie la raison pour laquelle la transition prend toujours des décennies au lieu de quelques jours. La périphérie ne peut pas sortir. Elle ne peut que réduire son exposition à la marge tout en espérant que le centre tienne bon. Aujourd'hui, les économies en développement détiennent environ 6 000 milliards de dollars en bons du Trésor américain et en actifs libellés en dollars. La question n'est pas de savoir si elles veulent réduire leur exposition. Beaucoup le souhaitent. La question est de savoir combien elles peuvent vendre avant de déclencher l'ajustement qu'elles essaient d'éviter. La réponse est pas autant qu'elles le voudraient. Laissez cela faire son chemin. Signe avant-coureur numéro 3, les banques centrales commencent à accumuler de l'or. Lorsque les gestionnaires de réserves cessent de faire confiance au papier et commencent à vouloir du métal, c'est un signal qui a précédé chaque transition majeure de monnaie de réserve que nous avons documentée. Regardez ce qui s'est passé avant l'effondrement de la livre sterling. Charles de Gaulle a ouvertement déclaré en 1965 que l'or était la seule véritable monnaie internationale et a commencé à convertir les réserves françaises en dollars en or. Il a envoyé la marine française à New York pour le récupérer physiquement. Entre 1965 et mars 1968, le pool de l'or, un accord de coopération entre les principales banques centrales pour stabiliser le prix de l'or, a subi des pertes cumulées de 3 milliards 692 millions de dollars. Les réserves d'or des États-Unis ont chuté de 25% en 3 ans. Le pool s'est effondré le 17 mars 1968. Avant cela, pendant le long déclin du florin néerlandais, il y a eu une ruée documentée vers les pièces physiques et le métal dur à mesure que la confiance dans le système adossé au papier de la Banque d'Amsterdam s'érodait. La banque avait secrètement accordé des crédits au-delà de sa charte. Lorsque le public l'a découvert dans les années 1780, la prime sur la monnaie bancaire par rapport aux pièces métalliques, maintenue pendant plus d'un siècle, a disparu du jour au lendemain.
Maintenant, regardez aujourd'hui. Les banques centrales ont acheté 1136 tonnes d'or en 2022, 1037 tonnes en 2023, 1045 tonnes en 2024 et 863 tonnes en 2025. C'est la 4e année consécutive bien au-dessus de la moyenne de la décennie précédente qui était de 473 tonnes. Rien qu'en 2022, 2023 et 2024, les banques centrales ont acheté plus de 3000 tonnes. En 2025, le Conseil mondial de l'or a interrogé les gestionnaires de réserves des banques centrales. 95% s'attendaient à une augmentation des réserves mondiales d'or. 43% prévoient d'augmenter leurs propres avoirs. 0% prévoit de les réduire. 0. La Pologne a acheté 102 tonnes en 2025, visant 30% de réserves en or spécifiquement pour des raisons de sécurité nationale. L'Inde a rapatrié 100 tonnes des coffres de la Banque d'Angleterre vers un stockage national. La Chine a déclaré 2306 tonnes, mais les analystes estiment largement que les avoirs réels sont bien plus élevés. L'histoire documente clairement ce déclencheur. En 2022, les États-Unis et leurs alliés ont gelé environ 300 milliards de dollars d'actifs de la Banque centrale russe. Toutes les banques centrales de la planète ont observé cela. Chacune d'entre elles s'est discrètement demandé: cela pourrait-il nous arriver? L'or ne peut pas être gelé. L'or ne peut pas être sanctionné. L'or est le seul actif de réserve qui ne comporte aucun risque de contrepartie. Faites le calcul. Les banques centrales ont acheté de l'or à un rythme presque double du taux historique pendant 4 années consécutives, alors même que l'or a établi 53 nouveaux records historiques rien qu'en 2025. Ce n'est pas de la spéculation. C'est la mémoire institutionnelle au plus haut niveau de la finance mondiale. Signe avant-coureur numéro 4, une infrastructure de règlement alternative apparaît. C'est le signal de la dernière étape. Au moment où celui-ci apparaît, la transition est déjà en cours. Les dégâts périphériques sont faits. L'or se déplace. Maintenant, l'architecture d'un nouveau système est en cours de construction. Avant que le dollar ne remplace la livre sterling, les États-Unis ont d'abord construit l'infrastructure. Les accords de Bretton Woods en 1944 ont créé le Fonds monétaire international et verrouillé l'ancrage du dollar à l'or. Les États-Unis ont créé la Banque mondiale au même moment. Les institutions financières américaines se sont développées à l'échelle mondiale tout au long des années 1950 et 1960. Au moment où la livre sterling s'est finalement effondrée en 1976, tous les grands pays avaient déjà l'infrastructure du dollar en place pour absorber la transition. Avant que la livre sterling ne remplace le florin, Londres a construit sa propre infrastructure de compensation tout au long du XIXe siècle. La bourse de Londres, les capacités d'émission de billets de la Banque d'Angleterre et le système de lettres de change ont offert aux négociants une alternative bien avant que la disparition du florin ne soit évidente. La séquence n'est pas. La monnaie de réserve s'effondre, puis une alternative émerge. La séquence est. Une infrastructure alternative se construit discrètement pendant des décennies, puis la monnaie de réserve s'effondre. Maintenant, regardez aujourd'hui. Le système de paiement interbancaire transfrontalier de la Chine a traité 24 470 milliards de dollars en 2024. C'est 3 fois plus que ce qu'il traitait il y a 5 ans. À la fin de 2025, il comptait 193 participants directs et 1573 participants indirects dans 189 pays. Le système de messagerie financière SPFS de la Russie compte désormais 177 participants étrangers issus de 24 pays. La Chine et la Russie règlent désormais 99% de leur commerce bilatéral, 245 milliards de dollars par an, en yuans et en roubles, contre 25% en 2021. La plateforme mBridge, impliquant les banques centrales de Chine, de Hong Kong, de Thaïlande, des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite, a traité 55 milliards de dollars de transactions transfrontalières jusqu'en novembre 2025. La Banque des règlements internationaux s'est discrètement retirée du projet en octobre 2024, cédant le contrôle aux nations participantes. Lors du sommet de 2024 à Kazan, les pays des BRICS ont lancé un système de paiement appelé BRICS-P et ont commencé à explorer un instrument de règlement appelé l'unité, indexé à 40% sur l'or et à 60% sur les monnaies des BRICS. Si vous observez ces schémas et que vous vous demandez ce que l'histoire conseille de faire à ce sujet,
abonnez-vous. Je vous montre les autopsies pour que vous voyiez les schémas avant qu'ils ne se répètent. C'est gratuit, contrairement à l'éducation financière dans un système conçu pour vous maintenir dans l'ignorance. Maintenant, voici le contre-argument que la version honnête de cette analyse exige. Le dollar est toujours présent dans 89,2% de toutes les transactions de change mondiales, selon l'enquête d'avril 2025 de la Banque des règlements internationaux. C'est une hausse par rapport aux 88,4% de 2022. La part du dollar dans les paiements SWIFT a atteint 50,2% en janvier 2025. Le renminbi représente 2,1% des réserves mondiales. Il n'y a aucune monnaie de remplacement viable à l'horizon. La transition de la livre sterling au dollar a pris 30 ans. Celle du florin à la livre sterling a pris plus de 50 ans. Les transitions de monnaie de réserve se mesurent en décennies, pas en mois. Mais voici ce que l'histoire nous dit réellement sur cette chronologie. Les dégâts périphériques n'attendent pas que la transition soit achevée. Le Koweït a subi ses pertes en 1967. Les pays de la zone sterling qui ont tenu bon jusqu'en 1976 ont subi des pertes supplémentaires de 20% lorsque la livre sterling a continué de chuter après son flottement. Le Nigeria détenait encore 800 millions de livres en 1976, 9 ans après la dévaluation qu'il avait vu venir. Les pays à la périphérie paient en premier, paient pas le plus longtemps et paient encore quand c'est terminé. La question que pose l'histoire n'est pas « le dollar est-il sur le point de s'effondrer ?» Les archives historiques indiquent que cette question ne trouvera pas de réponse avant des décennies. La question que pose l'histoire est « où en êtes-vous dans la séquence ?» Et la réponse apportée par les 4 signes avant-coureurs est que la séquence a commencé. Voici ce qui, selon l'histoire, a survécu à chaque transition antérieure de monnaie de réserve. Numéro 1, l'or vérifié à chaque transition. En termes de dollars, l'or est passé de 35 $ l'once en 1971 à 850 $ l'once en janvier 1980. En termes de livres sterling, l'or est passé de 14 livres l'once en 1945 à plus de 400 livres l'once en 1980. Avant cela, lors de l'effondrement du florin, le métal physique était la seule chose qui conservait sa valeur alors que le papier de la Banque d'Amsterdam ne valait plus rien. Numéro 2. Les actions d'entreprises productives ayant des revenus à l'étranger. Pas les obligations, pas les liquidités, les actions. L'étude Barclay sur les actions et les obligations d'État, JILT, couvrant plus d'un siècle de données britanniques, montre que les actions ont se rapporté 5,1% par an en termes réels, tandis que les gilts ont rapporté 1,2% et les liquidités 0,8%. Pendant le déclin de la livre sterling, les entreprises dont les actifs et les revenus étaient libellés en devises étrangères s'en sont le mieux sortis. Numéro 3. Les actifs réels, les terres, l'immobilier et la capacité de production physique. Dans chaque transition, les propriétaires d'actifs physiques productifs s'en sont sortis. Les détenteurs de promesses gouvernementales, non. Voici ce qui, selon l'histoire, est tombé à zéro. Les obligations d'État libellées dans la monnaie en déclin. Les recherches de Carmen Reinhardt et Belen Sbrancia pour le Fonds monétaire international montrent que les taux d'intérêt réels sur les obligations d'État ont été négatifs environ la moitié du temps entre 1945 et 1980 dans les économies avancées. Pour le Royaume-Uni en particulier, le taux réel des obligations d'État a été négatif pendant 24 des 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. 100 livres investis dans des obligations d'État britanniques, gilt, en 1945, sans réinvestissement des revenus, vaudrait environ 2 livres en termes réels en 2014. Pas presque rien, 2 livres. Et voici ce qui devrait inquiéter aujourd'hui tout détenteur d'obligations d'État libellées en dollars. La dette fédérale des États-Unis a franchi la barre des 39 000 milliards de dollars en avril 2026. Les paiements d'intérêts sur cette dette ont atteint 1200 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025, soit près du triple des 345 milliards de 2020. Les intérêts dépassent désormais les dépenses de défense. Le Bureau du budget du Congrès prévoit que la dette atteindra 120% du produit intérieur brut d'ici 2035. La Grande-Bretagne a atteint ces niveaux en 1945. Il a fallu 30 ans pour en surmonter les conséquences.
Le mécanisme utilisé a été la répression financière. Maintenant, les taux d'intérêt en dessous de l'inflation, afin que la dette se résorbe lentement par l'inflation. Les personnes qui ont détenu des obligations d'État pendant 30 ans en ont payé le prix. Le schéma est visible si vous êtes prêt à regarder. 4 signes avant-coureurs, tous les 4 sont présents. Des monnaies périphériques qui craquent en Turquie, au Liban, en Égypte, en Argentine, au Nigeria. Des détenteurs de réserves périphériques piégés dans une exposition dont ils ne peuvent pas se retirer complètement. 6 000 milliards de dollars d'avoirs en bons du trésor qui ne peuvent être vendus sans déclencher l'ajustement. Des banques centrales qui achètent de l'or à un rythme presque double du taux historique pendant 4 années consécutives, 95% d'entre elles prévoyant d'en acheter davantage. Une infrastructure de règlement alternative qui traite des milliers de milliards de dollars de transactions en dehors du système dollar. L'histoire n'est pas une fatalité. Le dollar n'est pas sur le point de s'effondrer. Les transitions de monnaie de réserve prennent des décennies. Le dollar reste dominant selon toutes les mesures actuelles. Mais le Koweït, en 1967, n'avait pas tort de s'inquiéter. Le Koweït avait raison, il n'a tout simplement pas pu sortir assez vite. La question n'est pas de savoir si ce schéma va se résoudre. Le schéma se résout toujours. La question est de savoir si vous serez bien positionné lorsqu'il le fera. Car ce samedi soir où la Grande-Bretagne a dévalué la livre sterling, les personnes qui conservaient leur richesse dans l'enveloppe derrière la bibliothèque n'avaient pas besoin de comprendre la théorie des monnaies de réserve. Elles avaient juste besoin de détenir quelque chose que la Banque d'Angleterre ne pouvait pas dévaluer. Le schéma est mathématique. L'issue est inévitable. La seule variable, c'est vous. Maintenant, allez diversifier avant d'y être forcé. Si cette histoire a changé votre façon de percevoir la stabilité du système financier mondial, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous exhumons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de votre avenir. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira bientôt.